Cette présentation sera plus simple que l'antérieure. Alors, premièrement, ma présentation sera très simple. Il s'agit de la comparaison entre les véritables nouvelles, les fausses nouvelles, la science et l'hypothèse extraterrestre. Et pourquoi je parle de toutes ces choses, c'est parce que je suis psychologue chercheur de profession. Et la réaction des gens face aux preuves ufologiques, pour moi, c'est aussi intéressant que les données probantes elles-mêmes, parce que nous devons faire face non seulement à ces données probantes, mais à nos propres réactions face à ces preuves, et cela pourrait être très compliqué. Voici les vraies nouvelles. Merci. Voici les vraies nouvelles telles que je les vois. Les véritables nouvelles sont que certaines de ces observations d'OVNI, ce sont des véhicules extraterrestres. Une partie de ces véhicules extraterrestres emportent avec eux des équipages extraterrestres. Et une partie de ces équipages extraterrestres interfèrent avec nous. Et les prochains conférenciers parleront avec beaucoup plus de détails de ce type d'interférence. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ici le sujet de ma conférence. Je vais plutôt me pencher sur la psychologie, comment nous, en tant que population d'êtres humains, nous réagissons devant ces preuves. Merci. Prochaine diapo. Bien, il y a tellement de données probantes disponibles, je ne peux que vous présenter qu'un tout petit aperçu de ce qui existe. J'ai joué un rôle dans cette observation au Québec en mars 1978. Deux jeunes hommes sont allés au réservoir Basketon. Ils allaient là pour acheter une propriété. Au mois de mars, il y avait de la neige. C'était sombre. Ils ont amené du bois de chauffage jusqu'au site de leur campement. Et voici ce qu'ils ont aperçu au-dessus du réservoir. Ils ont pris une photo, ils ont eu peur et ils sont retournés chez eux. Le premier journal qui en a parlé, c'est le journal La Presse. Ensuite, cela a été publié dans le Montreal Star qui existait. Et ensuite, cela a été porté à mon attention par un collègue de UFO Québec. C'était une organisation ufologique au Québec à l'époque. Alors, nous avons pris cette photographie, nous l'avons présentée à un expert de l'Université McGill où je travaillais. Il a analysé le négatif. C'était une photo comme à l'ancienne, en détail. Et nous avons pris des photos supplémentaires plus tard durant la saison au même réservoir avec la même caméra pour fin de comparaison. Nous avons ramené ces photos. L'analyste a examiné toutes ces photos et nous, c'est-à-dire l'analyste technicien, l'ingénieur, mon collègue et moi, nous sommes tous convaincus qu'il s'agit véritablement d'une photo d'OVNI, une parmi tant d'autres. Ce ne sont pas toutes les photos qui sont aussi bien documentées que celle-ci, comme les autres collègues l'ont mentionné plus tôt, mais ce sont des données probantes à l'effet qu'un véhicule extraterrestre a survolé des gens ainsi que le réservoir de Basketon. Pourquoi est-ce que ce n'était pas un avion canadien secret? Parce que le Canada n'a pas ce genre d'avion secret. Pourquoi est-ce que ce n'était pas un avion secret américain? Et pourquoi est-ce que ce serait au-dessus du lac Basketon? Bon, alors, merci. Merveilleux. Alors, ce n'est que l'une des très nombreuses observations qui ont été vérifiées à répétition qui établissent l'existence de véhicules extraterrestres dans l'atmosphère terrestre. Prochaine diapo. Et ici, vous avez deux photographies prises à des années différentes, à une grande distance l'une de l'autre. Celle à gauche a été bien documentée par le comité d'enquête Condon aux États-Unis qui enquêtait sur les OVNI à la fin des années 60. Cela a été remis en question par M. Fabrice Boivin, que vous avez entendu plus tôt, mais moi, je pense encore que c'est une véritable photographie. Celle à droite a été prise par un chasseur français en 1967 ou 57. C'était une caméra prise par Canon, un avion qui poursuivait un OVNI. Et vous pouvez voir que ce sont des engins pratiquement identiques. Prochaine diapo. Merci. D'accord. Alors, celle-ci,
a été prise par un collègue en Colombie-Britannique qui a enregistré 31 observations individuelles d'un ovni gigantesque qui survolait à faible altitude l'autoroute du Klondike, au Yukon en 86. Cela a été bien décrit en détail dans un rapport de l'Association ufologique de la Colombie-Britannique en l'an 2000. J'ai parlé à M. Jasek. J'ai confiance en sa compétence en tant qu'observateur et dans ses observations. Alors, ici, ce n'est qu'un tout petit aperçu d'un grand ensemble de bonnes observations, de bonnes données probantes qui sont en plus appuyées par des données mesurées. Les observations, c'est le début de la science. Voilà comment notre compréhension de la nature débute. Les observations par elles-mêmes doivent être cohérentes, elles doivent être répétables si nous voulons les prendre au sérieux, mais toutes nos connaissances, et en particulier nos connaissances scientifiques, débutent avec des observations. L'observation, c'est ce qu'il y a au cœur de tout cela, suivi par des mesures lorsque cela est possible. Mais les observations arrivent en premier, les mesures grâce à des instruments arrivent en deuxième. Et la fiabilité, la confiance auprès des observateurs, c'est la première étape pour l'observation de ces phénomènes. Et bien entendu, ces véhicules extraterrestres comportent en eux des êtres extraterrestres. Vous connaissez tous les gris, j'en suis sûr, parce que je n'ai pas à expliquer ici devant ce public qui s'intéresse aux ovnis qu'il existe à l'intérieur des engins ovnis qui ont été rapportés par les gens et qui ont été en contact avec ces ovnis, qu'il y a également des êtres extraterrestres que l'on appelle les gris, qui sont à peu près de la taille d'un être humain, qui ont des visages étroits, qui ont des tout petits corps, des costumes gris ou que ce soit de la peau, ainsi que 4 doigts. Ce n'est pas inhabituel. Et tout ce que je fais ici, c'est de vous résumer à nouveau un ensemble et une grande quantité d'observations. Il y a des extraterrestres, des êtres extraterrestres, en tout cas dans au moins certains de ces engins extraterrestres. Tous n'ont pas l'apparence de gris. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a également eu des observations de créatures qui ressemblent à des êtres humains, que l'on appelle les Nordiques. Vous avez entendu parler d'eux, j'en suis sûr, et cela a été rapporté par plusieurs observations. Ensuite, il y a les reptiliens, également rapportés par de nombreuses observations. Ce n'est pas ici l'endroit où je vais résumer tous ces résultats. Je ne vais pas présenter tous ces résultats. Vous devez me croire sur parole actuellement. Mais je vous dirais que moi, je crois que ces données probantes à l'effet de l'existence de ces extraterrestres et de ces engins extraterrestres, de ces êtres extraterrestres est bonne. Alors, les extraterrestres interfèrent avec nous. Et ici, vous avez un dessin qui provient d'un livre bien connu intitulé Witness au sujet d'un enlèvement à partir d'un appartement à Manhattan qui s'est produit, je crois, en 1990-80, à la fin des années 90. Le témoin était une personne importante qui était escortée jusque dans le East Side à New York et dans les rues du Lower Manhattan par des gardes de sécurité américains. Et cette personne très importante a été témoin sur le pont de Brooklyn. Il y a un autre témoin, c'est une histoire bien documentée. En fait, j'ai rencontré la femme qui a été enlevée. Elle s'appelle dans le livre Linda Cortill, et etc., etc. Alors, croyez-moi sur parole pour le moment. Oui? Pardon? Inaudible? Ah oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai. C'est le même monsieur en question. Merci. Il s'agit du secrétaire général des Nations unies de l'époque. Merci. Prochaine diapo. Et lorsque les gens sont enlevés à l'intérieur de ces ovnis, ils sont soumis à des examens à tout le mois. Ça, je le prends pour acquis aussi, parce que je ne veux pas vous le prouver ici. J'aimerais simplement vous présenter un résumé d'un grand nombre de ces données probantes. Prochaine diapo. Ces examens et ce genre d'interférence, d'intervention, je crois aussi, en me basant sur des preuves, cela fait partie d'un programme d'intervention et de reproduction chez les êtres humains. Donc, une partie
de l'agenda extraterrestre implique la production d'hybrides en utilisant des ovules et du sperme humain pour créer des hybrides, faire en sorte que l'hybride se développe à l'intérieur du ventre de femme. Ensuite, on extrait le fœtus avant qu'il arrive à terme. On élève cet être à bord d'un ovni et il est inséré à l'intérieur de la société humaine. C'est une thèse qui a été proposée et élaborée par mon collègue David Jacobs et qui a été présentée premièrement par mon ancien collègue Bud Hopkins. Et vous tous qui vous intéressez au phénomène OVNI, vous êtes déjà au courant. Alors voilà où je vais finir ici cette présentation de ces données que j'ai faites très rapidement. Maintenant, parlons des fausses nouvelles. Voici le genre de choses que nous voyons tout le temps en ligne, dans certains journaux, ainsi que partout sur l'Internet, sur ce qui supposément se produit. Alors, vous avez ici cette femme bien connue du Québec, Céline Dion, qui ici est enceinte d'un être extraterrestre, un bébé extraterrestre, publié par le National Enquirer. Je ne me souviens plus de la date. Prochaine info. Ici, nous avons Hillary Clinton, une fausse Hillary Clinton qui adopte un faux bébé extraterrestre, publié quand? Je ne me souviens plus de la date, mais ça fait longtemps que cela a été publié. Prochaine diapo. Ensuite, nous avons des extraterrestres qui vont aller s'établir à San Francisco. Tout le monde sait que San Francisco est une ville complètement folle. Alors, pourquoi pas des extraterrestres qui vont s'établir dans cette ville? Je peux vous dire pourquoi pas. Parce que le prix des maisons est beaucoup plus trop élevé. On ne peut pas acheter une maison raisonnable à San Francisco. Et comment est-ce que je suis au courant de cela? C'est que ma fille cherche l'une de ces maisons. Elle va s'établir à Oakland. Si vous connaissez la géographie de la baie de San Francisco, vous savez que Oakland, c'est la ville en face de la baie de San Francisco. Une personne de classe moyenne peut s'acheter une maison de l'autre côté de la baie, dans la région de San Francisco. Alors ça, c'est très peu probable. Prochaine diapo. Et la chose la moins probable entre toutes, si vous avez encore une fois un public qui s'y connaît, mais si vous connaissez tous la zone 51, cette zone 51, c'est une zone secrète utilisée par le gouvernement américain pour toutes sortes de choses, de projets, peut-être même incluant pour tester des engins volants. Mais on sait que c'est une possibilité et vous le savez tous. Ici, cependant, vous avez une fausse photographie d'un être dit extraterrestre qui traverserait une autoroute dans la zone 51. Et bien sûr, ça ne s'est jamais produit. Ici, vous avez quelqu'un qui s'est déguisé avec un costume extraterrestre qui traverse la route. Bon, alors il y a une quantité effroyable de ce que l'on appelle du bruit. Quand on utilise le terme bruit, c'est l'arrière-plan qui va confondre toutes ces informations. Ah oui, en voici une autre, j'ai oublié de parler de ceci. Ici, vous avez un plan de guerre pour combattre les extraterrestres. Et bien entendu, c'était un document secret qui a été présenté dans le journal National Enquirer. Ça ne prouve pas que c'est extraterrestre. Tout ce que ça prouve, c'est qu'il y a des gens qui écrivent toutes sortes de nouvelles et qui publient ça sur l'Internet et qui ont beaucoup d'imagination. Tout cela pour confondre les gens ou peut-être pour les attirer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils veulent attirer les gens vers ce genre de sujet sur le phénomène OVNI. Alors, voici une autre explication technique de l'impact de toutes ces fausses nouvelles. Tout en haut, vous avez cette ligne en jaune en temps de scie. Et si vous, disons, à l'âge de 13 ans, si à l'âge de 13 ans, vous vous intéressez soudainement au phénomène ufologique et que vous commencez à chercher sur Internet, ce que vous allez trouver, c'est cette ligne en dents de scie jaune. Il y a des bonnes informations, des mauvaises informations, il y a le bébé de Céline Dion, il y a les extraterrestres qui habitent à San Francisco, vous avez la zone 51, les extraterrestres qui vivent chez le voisin. Tout cela est possible, tout cela est mélangé et rien de cela n'est vrai. Bon, ensuite, il y a des gens comme nous qui s'intéressent plus sérieusement à ce thème, qui font un effort pour séparer la fantaisie des faits et qui travaillent avec le plus de précautions possible pour faire en sorte que nous allons clarifier ces observations pour que ce soit compréhensible pour les autres
Et même si tout cela peut paraître surprenant, collectivement, nous prenons au sérieux notre obligation de dire la vérité, c'est-à-dire de présenter les véritables infos et non pas les fausses infos. Je fais cette distinction très importante parce qu'il y a beaucoup de gens dans les médias qui génèrent des fausses nouvelles au sujet de à peu près tout, pas seulement au sujet des ovnis, mais également au sujet de la politique, comme nous le savons. Et nous devons faire la distinction entre les véritables informations, c'est-à-dire qu'il y a un signal qui est caché dans ce bruit, et l'exemple que j'ai, c'est de simplement prendre une station AM, la radio CJAD, par exemple, à Montréal. Et si vous désyntonisez un petit peu, vous allez entendre du bruit, bzzz, plutôt que d'entendre les informations de la circulation. Donc, c'est le bruit que vous allez entendre si vous ne faites pas la distinction entre les véritables informations et les fausses informations. Et quand vous cherchez attentivement aux données probantes ufologiques, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a véritablement un signal. Il y a des preuves à l'effet que certains ovnis ont été observés. Dans certains de ces véhicules ovnis, il y a des équipages, et certains de ces équipages enlèvent et libèrent par la suite des êtres humains pour faire d'études. Alors ici, vous avez un cours de psychologie qui devrait durer 2 semaines. On va le faire en 5 minutes. C'est qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles les gens décident de ne pas tenir compte de ces informations ufologiques. Alors, si ce que j'ai dit par rapport à ces informations ufologiques est vrai, ça veut dire que juste au-dessus de notre ville, il est possible, et cela a été discuté antérieurement à cette conférence, je pense qu'il y a eu des observations qui sont vraies. Bon, alors, il y a, ou en fait, nous sommes ouverts à ces observations et à l'inspection par des êtres extraterrestres dont la technologie est bien meilleure que la nôtre et nous ne pouvons pas nous défendre contre celle-ci. Si cela est vrai, c'est une pensée très, très préoccupante. Les gens n'aiment pas penser à ces choses préoccupantes. Depuis le 19e siècle, les psychologues ont tenté de comprendre comment les gens évitent ces pensées préoccupantes. La première chose que les gens font, c'est de réprimer ces pensées. Freud a parlé de la répression dans le contexte de la violence et de la violence sexuelle. Dans la société européenne du milieu du 19e siècle, il a développé la psychoanalyse pour expliquer que quand vous voulez oublier ou que vous ne vous souvenez pas d'un trauma qui vous est arrivé, cela aura des effets sur votre comportement. Voilà ce qu'est le développement d'une neurose. Et Freud a développé l'hypnose, ensuite la psychoanalyse pour tenter, ou parfois une combinaison des deux, ensuite ce qu'il appelle une thérapie où l'on va parler pour libérer ces symptômes, faire en sorte que les gens s'expriment sur ces problèmes, sur ces préoccupations, qu'ils puissent y faire face. Et en parlant avec quelqu'un qui vous écoute sans juger, vous serez en mesure de surmonter ces conflits, ces traumas. Et vous allez pouvoir libérer les tensions internes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Leon Festinger, au milieu des années 50, a élaboré, suite à la théorie de Freud, en expliquant qu'il existe des mécanismes pour ce faire. Et il y a des choses que l'on ne veut pas croire parfois. Comment donc éviter de croire à ces choses déplaisantes? Un, c'est en discréditant ceux qui racontent ces témoignages. Vous vous dites, cette personne est folle, cette personne dit n'importe quoi. Ainsi, vous n'allez pas faire attention à ce que la personne va dire. C'est la première réponse la plus facile. La deuxième chose, c'est de dire, eh bien, cette source de preuve est discréditée. Donc là, je vais prendre cette croyance que la source est mauvaise et que l'information pourrait être réelle. C'est une façon, selon Freud, de se protéger. Donc, de la répression, on va aller vers ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Donc, ensuite, vous avez à droite ces gens, Kahneman et Tversky, qui ont suivi sur les traces de Leon Festinger et ont décrit ce que l'on appelle le biais de confirmation.
Si vous avez décidé que les preuves des ovnis, c'est n'importe quoi, alors tout ce que vous allez chercher, c'est les informations qui sont fausses. Quand vous voyez une information, vous allez dire tout de suite, « Ah, ça c'est comme le bébé de Céline Dion, c'est n'importe quoi. Joe a dit qu'il a vu un ovni au-dessus de l'hôtel Bonaventure. C'est un autre fou. » Et tout cela, c'est qu'on ne va jamais aller au-delà de la surface. On va accepter tout de suite la première explication qui va discréditer. Et si vous avez le choix de l'information, la seule information que vous allez choisir, c'est l'information que l'on pourra discréditer. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. Ensuite, vous avez ces deux messieurs en bas à droite, Fendt et Raymond Duval, qui ont continué sur cette lancée et ils ont mentionné en 1986, plutôt en 2010, ça a été publié en 2010, ils ont mentionné que cela va créer un impact dans notre société. Là où l'impact sera le plus important, c'est chez les personnes les plus importantes, dans les médias, auprès des officiels du gouvernement, auprès de l'intelligentsia, auprès des académiciens, des professeurs, des savants, des gens qui dirigent notre société. S'ils admettaient qu'il y a une technologie supérieure à la nôtre, ce serait admettre que nous sommes à la merci de ces... C'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas véritablement en contrôle. Et si on ne contrôle pas, ça veut dire qu'on peut être exploité, affecté, etc. par quelque chose d'autre. Cela pourrait ne pas être le cas, mais c'est une possibilité. C'est le pire scénario. Si vous ne voulez pas le pire scénario, vous allez ignorer les données probantes et vous allez tenter d'ignorer ces données. Et voilà votre cours de psychologie qui devrait être fait en 2 semaines. Je le fais en 5 minutes. On n'a pas davantage de temps. Prochaine diapo. Il y a davantage à cela, parce que la science est complice dans ce processus. Comme Toby Gilmet l'a mentionné ce matin, dans une présentation qui a été lue ce matin, de manière très compétente avec une autre personne, il y a une approche par rapport au savoir qu'il appelle la phénoménologie, c'est-à-dire accepter que tous les phénomènes, c'est-à-dire tous les témoignages, tout ce qui peut être ou non documenté par des mesures, des instruments, c'est une approche plus générale que la science, entre guillemets, actuelle, qui est limitée, qui est contrainte. Et cela est mieux expliqué par ce monsieur ici, Thomas S. Kuhn, qui, en 1962, a publié un livre intitulé « La structure des révolutions scientifiques ». Le livre de Kuhn affirme que les scientifiques travaillent toujours à l'intérieur d'un paradigme. Un paradigme, c'est une structure de croyances bien établies qui vous permettent d'étudier certaines choses à l'intérieur de ce cadre et de ces croyances. Maintenant, je n'ai pas à vous expliquer que la structure scientifique actuelle n'inclut pas la possibilité de l'existence de véhicules extraterrestres. Celui qui a parlé avant moi l'a présenté de manière très claire. C'est-à-dire que nous avons affaire à une science moderne actuellement qui ne permet pas ce que j'appelle l'hypothèse extraterrestre. Certains des conférenciers après moi vont parler de cette hypothèse avec davantage de détails. Je ne le ferai pas, mais les collègues en sciences ne vont pas accepter une approche plus limitée ou une approche moins limitée qui sera présentée par M. Bozeman et M. McLaren. Mais je voulais vous le dire simplement d'avance. Prochaine diapo. Et voici ma preuve à l'effet que la science ne veut pas considérer ces aspects. C'est mon expérience personnelle. Je suis membre de cette société savante. Vous êtes membre seulement par invitation. Je suis devenu membre il y a plusieurs années, en 1962. C'est l'année où je suis arrivé au Québec et c'est l'année où j'ai gradué à l'école graduée. Donc, depuis très longtemps, je suis membre de cette organisation savante. Tout récemment, l'an passé, je leur ai demandé, j'avais publié un livre sur le sujet,
Je suis un scientifique diplômé, je suis professeur à la retraite et j'ai écrit plusieurs articles scientifiques ainsi que plusieurs livres. Je leur ai demandé, pourriez-vous considérer d'examiner la question des ovnis par cette organisation, que ce soit pour la publication ou pour une présentation devant une conférence telle que celle-ci. J'ai établi un dialogue avec le directeur, avec le président élu sur une période de 6 semaines, et voici la réponse que j'ai obtenue. La réponse est absolument pas. Non. Je n'ai pas écrit ici. Je n'ai pas ici leur commentaire exact, mais qu'ils m'ont dit à peu près, c'est « Cela ne serait pas approprié pour notre société savante Sigma Xi ». Ça veut dire que ici, vous avez une société savante internationale qui a reçu l'invitation de la part d'un de ses membres de simplement considérer, de discuter les données probantes ufologiques pour et contre, comme nous le faisons ici. Seriez-vous prêt à faire cela? La réponse, c'est absolument pas. Et cela était extrêmement clair. On m'a répondu poliment mais fermement. Alors ici, vous avez un aperçu de la science qui rejette la possibilité que tout ce qui est décrit ici, discuté ici, de manière positive, soit réel ou même considéré scientifique. Mais il y a plus que cela. J'ai mentionné plus tôt, et vous le savez, qu'en 2017, à la fin de l'année, un article a été publié dans le New York Times au sujet d'un programme d'études des ovnis au Pentagone. Cela a été écrit par 3 auteurs, Helen Cooper, Ralph Blumenthal et Leslie Kean, publié dans le Sunday Times juste avant Noël. Maintenant, je connais Leslie Kean assez bien. Elle s'intéresse aux ovnis. Elle a écrit un excellent livre à ce sujet en 2010. Avec ses 2 autres auteurs, elle a publié un article dans le Times, dans l'édition du dimanche, et a parlé de ce programme d'études des ovnis au Pentagone. Louis Alexander était le directeur de ce programme. J'ai également parlé, je lui ai parlé et j'ai entendu certaines de ses conférences publiques. Il est quelqu'un qui est compétent, crédible, gestionnaire du Pentagone qui maintenant travaille avec un groupe ufologique privé aux États-Unis qui s'appelle To the Stars Academy. C'est un personnage crédible et on peut le prendre au sérieux, tout comme Leslie Kean. Elle est crédible. Prochaine diapo. Voici les auteurs. Louis Alexander, ancien gestionnaire au Pentagone du Advanced Aerospace Threat Identification Program. Et ensuite, Christopher Mellon, qui a fait une conférence au mois de mars. Il est d'une distinguée riche américaine bien connue. Il n'avait rien à perdre. Il était sous-secrétaire adjoint de la Défense pour l'intelligence. Et il a écrit un article dans le Washington Post. C'est l'autre journal très important aux États-Unis qui expliquait que le Pentagone observe des ovnis tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce sujet plus au sérieux? Prochaine diapo. Et maintenant, voici les véritables infos. 1. Certaines de ces observations d'ovnis, ce sont des véhicules extraterrestres. 2. Dans certains de ces véhicules extraterrestres, il y a des équipages extraterrestres. 3. Certains de ces équipages extraterrestres interviennent avec les êtres humains, auprès des êtres humains. Merci.